Merci, Monsieur le Président. Je remercie notre collègue David Engels d'avoir, dans cette longue intervention, mis l'accent sur le caractère vivant et organique de toute civilisation. Il parle de morphologie civilisationnelle, qui est un concept éminemment specklérien. C'est important, puisque toutes les civilisations ont, comme il l'a dit, des phases d'expansion, de déclin, de renaissance. Elles sont analogues en fait aux organismes vivants, chers à toute théorie holistique et organiciste. C'est important pour comprendre en fait la nouvelle grammaire qui se joue actuellement au niveau des relations internationales, puisque nous vivons éminemment au niveau géopolitique un moment néo-impérial, avec une possibilité, une forte potentialité de rapprochement des deux plus grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis, qui, elles, puisent avant tout dans son, je dirais, dans son nomos, dans sa tradition thalassocratique. Et ce moment, je dirais, néo-impérial nous amène, nous interpelle pour ce qui est de l'avenir de l'Europe en tant qu'Europe continent et Europe puissance. Alors l'actualité des derniers événements, des derniers revirements à la fois diplomatiques et géopolitiques à propos de la guerre en Ukraine démontre combien le monde est aujourd'hui confronté à un dérèglement complet du système international, hérité de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui, elle, était fondée sur le droit et sur le multilatéralisme. Dans cet environnement qui est quotidiennement voué à une forme d'incertitude stratégique, hautement chaotique et inflammable, il est difficile, en fait, de prédire quels seront les contours d'un nouvel ordre ou d'un nouveau désordre mondial, puisque les effets de surprise, les effets d'incertitude tissent de nouveaux cadres internationaux. Certains s'appellent des cadres de multi-alignement qui répondent à des besoins et des intérêts précis dans un espace-temps donné, à des alliances ad hoc qui sont dictées aussi par l'intérêt. Certes, ils ont parfois l'allure, je dirais, d'alliances contre nature, idéologiques, voire baroques, le tout étant soumis à une dynamique de blocs néo-impérial qui se fondent uniquement sur les intérêts économiques et géopolitiques. Certains parlent de l'avènement d'un désordre prédateur. Le recours à la force a été relégitimé par des idéologies qui sont parfois néo-impériales, panistes, d'autres nationalistes. Et c'est dans cet environnement assez brouillé de revirements et de renversements d'alliances que les nations européennes doivent comprendre, donc, je dirais, cette nouvelle grammaire des relations internationales pour construire et décliner son identité géopolitique propre, capable de répondre aux nombreux enjeux et aux défis géopolitiques qui sont à la fois sécuritaires, identitaires et géoéconomiques de demain. En effet, le cadre purement économique et technocratique de l'Union européenne s'est révélé inadapté pour faire face à ces nouveaux défis de géopolitique et de défense et impose un impératif de construire une défense souveraine et indépendante. Donc réfléchir à la forme de l'Europe de demain, d'une Europe réellement souveraine et indépendante, nécessite de réfléchir en amont à un récit, à un narratif de légitimité qui lui est propre, qui sera indéniablement fondé sur son héritage historique et son identité propre. En effet, l'identité géopolitique n'est pas seulement une posture, une déclaration d'intention, elle doit refléter une appartenance géopolitique et des représentations conçues comme une appropriation symbolique du réel,
garante de l'engagement et d'une mobilisation d'une communauté nationale dans son environnement et sa tentative de maîtriser un destin collectif. L'Europe, en effet, est au centre de cette dialectique conflictuelle entre, d'une part, la reconstitution de grands espaces à vocation néo-impériale et les nations, entre recomposition et dynamique de grands espaces impérialistes, et d'autre part, résistance de la forme de l'État territorial qui, dans le cadre donc d'un territoire donné et respectif, sont aujourd'hui confrontés à des enjeux qui sont géopolitiques existentiels, de survie, de souveraineté et d'indépendance. En effet, la fin de la mondialisation heureuse, avec la remise en cause de l'hégémonie occidentale et de la désoccidentalisation du monde, ont révélé un vaste mouvement de recomposition et d'affirmation de néo-empires tels que la Russie, les États-Unis, l'Iran, la Turquie, la Chine, mais aussi l'émergence de puissances régionales du Sud global qui se projettent dans un avenir de conquête et de remise en cause de l'ordre international. L'éclatement de nombreux conflits territoriaux et de réactivation de conflits gelés illustre très bien cette recomposition des empires en lutte face aux nations. Parallèlement au vaste mouvement de longue durée qui, selon l'historien Eric Hobsbawm, a caractérisé tout le long du XIXe siècle, de décomposition et de recomposition des empires, s'affirme aujourd'hui un nouveau modèle d'État, l'État-civilisation, ou grand espace civilisationnel. Donc ça correspondrait à la Chine, à l'Inde, la Russie. Un État qui estime que l'ère des États est obsolète et révolue et que l'heure est venue de structurer le monde en grand espace comme levier de projection de puissance géopolitique sur une échelle planétaire. Avec la guerre en Ukraine, en tant que première guerre mondialisée et la possible normalisation des relations entre la Russie poutinienne et l'Amérique trumpienne, l'ordre international, fondé sur le droit, est sur le point de céder à un ordre mondial néo-impérial fondé sur le recours de la force. L'Europe, quant à elle, est au centre, comme je l'ai dit, de ces dialectiques, et elle se cherche. Le moment néo-impérial, ou plutôt néo-impérialiste, est marqué par une phase de décomposition et de recomposition, mais aussi par une phase de reflux européen, même si l'Union européenne constitue une forme d'organisation supranationale. Même si l'Europe aujourd'hui montre effectivement des velléités d'indépendance stratégique et militaire dans le cadre de la guerre en Ukraine, elle doit avoir à l'esprit que la lutte ou le rapprochement entre des empires, des néo-empires comme les États-Unis et la Chine et la Russie, constitue bien une lutte sans merci pour le contrôle non pas d'un simple, dans le sens schmittien, nomos territorial ancré, mais le contrôle d'un ordre spatial planétaire. Donc c'est cette nouvelle grille de lecture qui s'applique non seulement à l'espace mondial unifié, mais aussi aux puissances régionales. À notre époque, en effet, le territoire qui est dévolu à cette dynamique de recomposition impériale, c'est en fait la planète entière, à raisonner à un système technicien et marchand. Les États-Unis, qui eux sont généralement considérés comme une fédération, fournissent un exemple de reconstitution néo-impériale. En effet, parmi les conséquences de la guerre froide, ils sont apparus comme la superpuissance mondiale, et bien que le pays n'ait pas engagé de manière formelle une expansion territoriale depuis l'annexion d'Hawaï et des Philippines, nombreux sont ceux qui ont suggéré en fait que sa puissance militaire et économique lui permettait d'exercer une sorte de néo-impérialisme sur une grande partie du monde moderne. En fait, comment ne pas être d'accord avec Raymond Aron, qui lui-même a intitulé son livre consacré à leur politique étrangère « Les États-Unis sont une république impériale et le resteront ». Donc dans cette qualification de république impériale, on peut pencher en fait la balance et insister sur le caractère dual de cette construction américaine qui est à la fois continentale et thalassocratique. Il n'en demeure peu moins que les États-Unis ont toujours été engagés, et a fortiori depuis l'élaboration de la doctrine Monroe, dans une forme d'expansion territoriale dans l'hémisphère sud-américain et occidental,
Et plus tard, avec les thèses wilsoniennes sur ce qu'on appelle le wilsonisme universaliste beauté, les États-Unis se sont lancés donc dans une forme d'impérialisme émancipateur qui devait en fait promouvoir la démocratie de marché et les droits de l'homme au niveau planétaire. Alors, l'histoire des systèmes politiques a été longtemps dominée donc par deux régimes qu'on peut qualifier comme l'Empire et la Cité. Parfois, ils se sont, je dirais, chevauchés. On peut dire que l'Empire, en tant qu'ensemble géographique pluriethnique, amalgamant des peuples hétérogènes et associant des coutumes, voire des religions diverses, était antérieur, en fait, à la construction de la cité, puis de la nation. Néanmoins, il convient de rappeler que l'Empire, en tant que plus ancienne forme d'organisation des communautés et des peuples, était originellement associé à la paix et à un système d'équilibre. L'Empire désignait une forme de communauté politique unissant des peuples différents autour d'un pouvoir central unique et ne dépendant d'aucun autre pouvoir temporel et spirituel. On peut multiplier bien sûr les exemples depuis la Respublica Christiana en Europe, l'Imperium, la Pax Romana. On voit que toute une littérature, une philosophie prégnante de Dante à Kant, en passant par Vico et Machiavel, idéalisait la notion de l'Empire comme une façon d'assurer la paix. Alors, le basculement dans la compréhension de la notion même d'empire intervient au moment de l'expansion coloniale européenne au XVIe siècle. En effet, les nations colonisatrices européennes vont s'affronter durant plus de 4 siècles, rencontrant d'autres empires, les empires ottomans, la Russie, le Japon, la Chine, et l'empire qui, lui, était garant d'une certaine forme de paix et de concorde, d'idéal donc symphonique, va se transformer au passage en internationalisme, et c'est ce que l'historien Hobson met en exergue, le passage de l'empire à l'impérialisme qu'il situe en fait au moment de la bascule colonialiste. L'empire que nous connaissons de nos jours, l'empire postmoderne, dans son acceptation, pour ma part, je pense qu'il est associé à l'impérialisme dans cette acceptation hobsonienne. Le modèle impérialiste européen a provoqué lui-même donc des découpages géographiques arbitraires, la puissance impérialiste ayant tendance à découper les territoires suivant ses convenances. On l'a vu bien sûr dans le cas du découpage d'Irak et du Koweït, mais bien avant avec les accords Sykes-Picot au Moyen-Orient qui sont en fait à l'origine de nombreux conflits gelés ou bien existants. Après que la cité et l'empire en tant que modèle d'État ont connu leur déclin, viendra le tour à l'État-nation souvent dont la France fut à la fois un symbole et le précurseur. C'est ce principe de l'État-nation qui a été acté lors du traité de Westphalie en 1648 pour solder la guerre des 30 ans et mettre un terme à l'incohérence du Saint-Empire romain germanique. Un autre ordre européen s'est ébauché, consacré bien sûr au Congrès de Vienne en 1815, où les nations européennes se sont alors constituées tout au long du XIXe siècle, en exportant leur modèle, notamment en Amérique. Néanmoins, les empires, qu'ils fussent continentaux, comme la Chine, la Russie, la Perse, l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et la Prusse, ou maritimes, comme l'Empire britannique, représentaient encore, je dirais, l'armature du système politique mondial. Au XXe siècle, le XXe siècle consacrera l'effondrement et le démantèlement des empires en des étapes majeures qui sont associées d'abord aux 2 conflits mondiaux, puis ensuite avec la vague de décolonisation. La 3e vague de déstructuration du monde ancien vient à l'occasion du démantèlement des empires coloniaux et à l'accession à l'indépendance de dizaines de colonies, pour la plupart anglaises, françaises ou portugaises. Avec la fin de la guerre froide, qui correspond en fait à l'effondrement de l'Empire soviétique, nonobstant l'existence d'une République populaire de Chine, on célébrera Francis Fukuyama avec son ouvrage sur la fin de l'histoire. Mais il semble bien à nos contemporains que le modèle de l'État-nation
qui avait fini par avoir raison du système impérial dominant, que sa version libérale et démocratique l'emporterait sur tout autre régime. Mais plus d'une fois, l'histoire reviendra avec son cortège tragique de guerre et de séparation lors de la guerre ex-yougoslave en 1990, puis les effets de la mondialisation néolibérale finira, elle aussi, par créer en fait un nouveau désordre mondial qui sera caractérisé par de grandes disparités, de grands contrastes socio-économiques entre le Sud et le Nord, ce qui permettra à d'autres puissances montantes et émergentes dans le cadre des BRICS, la Chine et la Russie, de contester cet ordre occidentalo-centré néolibéral. Et donc les effets négatifs ont indirectement généré la reconstitution d'un narratif néo-impérial des États du Sud global, de la Russie et de la Chine, qui s'affirmeront plus tard avec donc des coalitions, avec des regroupements dans le cadre d'organisations internationales plus ou moins pragmatiques. Avec le déclin donc des États-nations, mais aussi avec, je dirais, la perte de crédibilité de la mondialisation néolibérale, apparaîtra, comme je l'ai dit, une nouvelle forme d'État, l'État-civilisation ou grand espace civilisationnel. La notion d'État civilisationnel a été elle-même reprise par le président Poutine en personne donc, lors d'une intervention devant le club de Valdai en 2013. Elle prétend rendre compte d'un certain nombre de mutations contemporaines de l'ordre géopolitique mondial et du tournant stratégique opéré par des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie. En fait, les nombreux auteurs qui étudient ce concept d'État-civilisation désignent un type d'État original qui différerait fondamentalement du modèle occidental de l'État-nation et correspondrait en fait à une ère civilisationnelle pluriethnique. Ainsi, l'État civilisationnel, sous la forme contemporaine, en fait, constituerait un avatar d'un empire reconstitué. Cependant, il faut se poser la question s'il s'agit d'un État qui, dans sa prétention, je dirais, civilisationnelle et synthétisante, sera en mesure de respecter les infimes et les plus petites unités composantes de cet empire, ou bien tombera-t-elle dans l'écueil de négation identitaire de ces parties composantes? Tombera-t-elle elle-même dans cette hubris, dans cette démesure qui correspondra en fait à une forme, je dirais, de faiblesse? Ce sont en fait les défis qui sont aujourd'hui extrêmement actuels concernant les nouveaux États civilisationnels comme la Russie qui se sont constitués et affirmés. On pourra dire en fait qu'aujourd'hui, le point le plus faible, je dirais, est la faiblesse attractive du soft power de ces nouveaux États civilisationnels qui se constituent. Une forme de faiblesse, puisque le régime politique autoritaire ne laisse aucun espace en fait à la liberté, à leur assujettis. Et rien de tout cela ne permet en fait de compter sur un ton long sur le concours de l'adhésion de leur propre population. On a vu qu'il y avait de nombreuses contestations qui ont eu lieu dans le cadre de ces néo-empires. Et en fait, on se demande si l'ensemble en fait, de ces capacités de projection de puissance militaire ne cache pas finalement une forme de faiblesse anthropique inhérente à leur propre, je dirais, faiblesse intérieure. Alors le récent renversement des alliances avec le rapprochement de Trump et de Poutine réactualise la notion schmittienne des grands espaces. La théorie des grands espaces, en effet, c'est la vision d'un nouvel ordre géopolitique structuré autour d'un type d'organisation spatiale qui ont été donc esquissés par ce juriste allemand dès avant la Seconde Guerre mondiale. Le grand espace, c'est la conception élaborée à partir d'une dynamique de rapport de puissance, de technique et d'autonomie, autant de forces qui transforment le monde et la perception que les sociétés humaines en font. Selon Carl Schmitt, cette révolution spatiale marque la fin de l'ère étatique,
c'est-à-dire du vieux nomos de la terre fondé sur un jeu d'équilibre entre États territoriaux au cœur du système westphalien. L'avenir appartiendrait à quelques grands espaces, porteurs d'une axiologie, d'une orientation culturelle et d'une organisation politique, économique, juridique, qui leur sont propres. En guise de conclusion, et en fait, comme réponse à la démonstration schmittienne que les grands espaces actuellement sont dans une phase de reconstitution et d'affirmation, on pourrait dire que la fin de la mondialisation heureuse, avec la remise en cause de l'hégémonie occidentale, ont révélé un vaste mouvement de recomposition et d'affirmation de néo-empires, mais aussi l'émergence de puissances régionales qui se projettent en fait dans des stratégies de conquête et de remise en cause de l'ordre international. Le système néo-impérial actuel n'est guère, je dirais, représentatif d'un monde qui se veut alternatif. Dans l'incertitude et le désordre qui prévalent aujourd'hui, et au moment où les néo-empires imposent leur projet d'un monde qu'ils veulent se partager, les États-nations, les peuples européens, n'ont d'autre choix pour survivre comme tels de se regrouper et de s'unir à tour dans des cadres interétatiques, flexibles, pragmatiques de coopération militaire, géopolitique, économique, afin d'assurer leur propre destin. Il s'agira pour cet espace européen, plongé dans le déclin démographique, culturel et identitaire, de faire le choix de se reconstituer géopolitiquement et de rassembler leurs propres énergies vives dans un vaste mouvement de réappropriation, de sanctuarisation de leur territoire pour devenir à la fois une puissance territorialisée et une projection de puissance dans le monde. Je vous remercie.